Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est très important dans la silver economy ou le marché des seniors. Il y a pas mal d'années, j'avais accompagné une entreprise de l'aménagement de la salle de bain. Et une des questions était comment rajeunir les clients, comment rajeunir la cible des clients, comment faire en sorte que des seniors plus jeunes s'équipent en aménagement de salle de bain, sachant que l'idée c'est de remplacer une baignoire par une douche et que la plupart des personnes font cette démarche une fois qu'elles ont chuté ou alors une fois qu'elles ont une peur et une prise de conscience importante de ce qui peut leur arriver si elles ne font pas cet aménagement. Et donc, comme en fait, on n'est pas dans une culture de prévention et que dans ce secteur d'activité, mais comme dans beaucoup d'autres que vous connaissez peut-être, on s'équipe une fois que l'incident a eu lieu ou une fois que la prise de conscience d'un incident probable a eu lieu. Ça peut être une chute, ça peut être une glissade, par exemple, ou une hospitalisation. Le marché, le nombre de ventes, le marché est plus réduit que ce que l'on pourrait imaginer si on s'équipait en prévention. Et bien sûr, il peut y avoir des conséquences importantes pour les personnes. Cet exemple dans le secteur d'activité de l'aménagement de la salle de bain est valable pour la téléassistance, est valable pour les aides à domicile, est valable pour les ateliers de prévention sur les chutes, est valable sur la prévention à partir de la retraite, par exemple, l'activité physique adaptée, par exemple. On peut s'y mettre au bout d'un moment, mais on peut également s'y mettre de manière préventive. Et donc, la grande difficulté, enfin la grande question, c'est y a-t-il un moyen, et c'est ce chef d'entreprise m'avait posé la question, y a-t-il un moyen de faire en sorte d'essayer de rajeunir euh, l'achat ou l'installation, l'usage de ces services et ces produits? Est-il un moyen, entre guillemets, de faire en sorte que les seniors s'équipent en amont et par anticipation? Un autre exemple, dans la téléassistance, il y a un téléassisteur dont le président, dont l'ancien président avait plus de 80 ans. Et un jour, il me dit, Frédéric, il faudrait qu'on réfléchisse aussi à faire en sorte, à réfléchir comment, pour faire en sorte que on ait des clients plus jeunes en téléassistance. La téléassistance moyenne, c'est les clients ont plus de 82 ans, 83 ans lors de l'achat et lors de l'équipement. Et donc, il me pose la question, comment s'équiper? Et je lui dis, mais écoute, toi, tu es dans la cible, tu connais tout sur la téléassistance, les chiffres, les risques de ne pas prendre une téléassistance, plutôt les chiffres, plutôt d'avoir une chute seule chez soi et de ne pas être secouru rapidement, ce que pourrait faire la téléassistance. Tu connais les chiffres, tu connais les conséquences, tu diriges, tu es président d'un téléassisteur, comment veux-tu qu'on puisse équiper des plus jeunes? Il m'avait répondu, Frédéric, effectivement, je m'équiperai peut-être plus tard, et encore en téléassistance mobile, et quelques années plus tard, il n'est toujours pas équipé. Donc, dans cette vidéo, alors ensuite, par rapport à toutes ces réflexions, j'ai étudié beaucoup le problème, enfin, beaucoup le sujet, plus exactement, et j'ai mixé des compétences, des connaissances en psychologie, des connaissances en marketing des seniors, puisqu'en fait, ceux qui me connaissent, ça fait 25 ans que je suis psychologue et 20 ans dans le domaine des seniors, donc je mène deux activités, entre autres, en parallèle. Et donc, en mixant les deux, voilà, je vais vous présenter dans cette vidéo ce à quoi j'arrive pour vous permettre de proposer vos produits ou services de manière plus facile par anticipation. Donc, l'objectif de cette vidéo webinaire, c'est comment comprendre une approche pour inciter les seniors à s'équiper en amont et en prévention. Je n'ai pas précisé, mais bien sûr, ce webinaire est le replay, enfin, cette vidéo est le replay d'un webinaire que j'ai donné cette semaine. Donc, nous sommes une agence de conseil en stratégie depuis pas mal d'années sur le marché des seniors, spécialistes sur le marché des seniors, même si les noms des agences ont changé. On a un site d'information ageconomy.com, un cercle de DG-PDG Ageconomy. L'émission, vous connaissez peut-être, s'appelle Le Grand Entretien. Si vous voulez trouver l'émission, vous allez sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, le club marketing qui réunit des dirigeants, des directeurs marketing qui échangent entre eux sur les questions, sur les différentes questions qui ont lieu, alors, qui ont à voir avec leur métier et le sujet des seniors.
Donc, notre métier à nous, mon métier à moi, c'est d'aider à trouver des solutions stratégiques pour développer ou redresser une activité sur le marché des seniors. En fait, on a deux types de clients. D'ailleurs, on sélectionne aussi nos clients là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des entreprises ou avec des dirigeants ou des responsables qui ont conscience des difficultés qu'ils vont rencontrer ou qu'ils ont rencontrées. Soit qu'ils soient suffisamment ouverts d'esprit, sans jugement de valeur, conscients des difficultés qu'ils vont rencontrer dans un projet dans leur projet qui est à leur démarrage, soit, en fait, ils sont vous êtes dans la situation où vous avez pratiquement tout essayé, des fois vous êtes un petit peu dans la confusion et votre projet n'atteint pas vos objectifs. Et à ce moment-là, nous, on nous demande souvent d'intervenir pour redresser ou pour permettre le développement, de débloquer un projet sur le marché des seniors. Donc, les postulats pour ce webinaire, c'est une façon de voir les choses. Il y a différentes façons d'aborder les choses. C'est non exhaustif. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est juste une introduction à la manière avec laquelle je vois la chose et je conseille certains clients. Mais ce n'est pas exhaustif. Tout n'est pas expliqué dans cette vidéo. En tout cas, c'est une introduction. Chaque cas est particulier. Il y a des cas où ça fonctionne plus ou moins. Il y a des cas où il faut ajuster plus ou moins tel paramètre. Et certains outils demandent de l'expérience. Vous verrez que certains outils ont besoin d'expérience pour comprendre ce dont il s'agit et comment appliquer surtout. Donc, il va y avoir quatre parties dans ce webinaire, dans cette vidéo. Avant de commencer, les raisons des difficultés, les bases à comprendre pour ensuite passer à la quatrième étape, trois différentes stratégies à appliquer pour permettre de vendre par anticipation et en amont. Donc, avant de commencer, on fait ça sur chacun de nos clients, on a une étape de coaching quelque part, en tout cas même de la base du coaching, c'est qu'on va vous aider, on va travailler avec vous, on va vous écouter pour comprendre quel est votre objectif précis. Et généralement, on me dit que c'est fait, mais généralement, c'est pas fait. Et répondre à la question, qu'est-ce qui est important pour atteindre un objectif? Si vous me dites, par exemple, que mon objectif, c'est de revendre mon entreprise, mon objectif, c'est de faire des marges importantes, mon objectif, c'est d'être le leader sur un marché, les réponses que l'on vous donne sont différentes. C'est un peu comme si un ami vous dit, voilà, vous pose la question, à ton avis, où est-ce que je pourrais aller, que pourrais-je faire pendant les vacances, par exemple? Et là, vous avez deux façons de répondre. Soit vous projetez vos propres valeurs, vos propres centres d'intérêt, et vous les répondez par rapport à vos propres centres d'intérêt sur ce qu'ils pourraient faire. Là, c'est une idée, c'est ni bien ni mal, mais c'est la projection de vos valeurs, de vos centres d'intérêt sur ce qu'il pourrait faire. Et vous allez lui ouvrir peut-être des champs d'expérimentation, des champs qu'il ne connaît pas. Ou alors, deuxième solution, vous pouvez lui poser la question, qu'est-ce qui est important pour toi dans les vacances? Parce qu'il peut y avoir faire des activités, rencontrer des gens, voyager, voir des paysages, apprendre des choses, économiser. Enfin bref, il peut y avoir beaucoup d'activités différentes. Et en fonction des réponses qu'il peut vous donner, vous pourriez réfléchir et donner des réponses, donner des suggestions par rapport à ce qui est important pour lui. En conseil, on travaille plutôt dans le deuxième cas, c'est qu'en fait, on va définir avec vous votre objectif et ensuite les critères d'importance. Et c'est très important dans le sujet qui nous concerne parce que si on est un dirigeant de la sécurité sociale, par exemple, et qu'on veut faire de la prévention, notre objectif, en fait, il devrait être, à mon sens, de réduire les coûts de la sécurité sociale. Et donc ça veut dire qu'en fait, il faut plutôt cibler les personnes qui sont naturellement pas en prévention pour les inciter à se mettre en prévention de façon à ne pas faire exploser les coûts plus tard dans la sécurité sociale. Parce que je prends le postulat que quelqu'un qui n'est pas en prévention, quelqu'un qui ne fait pas attention, ne fait pas de sport, qui ne mange pas correctement, sans jugement de valeur, cette personne a plus de risques de santé et risque de coûter plus cher à la sécurité sociale. Donc ça, c'est si on est dirigeant de la Sécu. Par contre, maintenant, si on est un dirigeant d'une entreprise de la silver économique, du marché des seniors, notre objectif n'est pas de réduire les coûts de la Sécu, notre objectif est de faire du chiffre d'affaires, de faire des ventes. C'est quand même l'objectif d'une entreprise. Et donc là, on pourrait, et si en plus ce que vous me dites, c'est de le faire plutôt simplement, et dans ce cas-là, la réponse est plutôt d'aller cibler les personnes qui sont déjà en prévention ou qui ont déjà une culture de prévention.
Dans un pays comme la France, ces personnes-là, dont j'en fais partie, ces personnes-là sont à peu près moins de 30%. Je ne veux pas donner le chiffre exact parce qu'il appartient à un client, mais il y a environ moins de 30% des personnes qui sont naturellement dans une culture de prévention. C'est-à-dire, ouais, je vous expliquerai un petit peu le profil de ces personnes. Donc, voilà pour commencer. Ensuite, les raisons des difficultés. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à proposer des ateliers contre les chutes, à proposer des ateliers mémoire, à proposer des solutions de prévention de l'alimentation, à inciter les gens à arrêter de fumer, à proposer la téléassistance en amont, l'aménagement du domicile en amont. Il y a plusieurs sources de difficultés. Un premier slave de difficultés, je me souviens d'une réunion avec un architecte qui avait construit une maison et il m'a dit, Frédéric, j'ai congé prévu, il n'y a pas d'étage, il n'y a que des demi-étages parce que j'ai prévu pour lorsque je vais vieillir, que la maison soit adaptée. Et en calculant le nombre de marches d'escalier, le nombre de passages dans ces différents étages, on s'apercevait qu'il était plus souvent dans les escaliers que s'il avait fait un seul étage. Donc là, il a pris conscience qu'effectivement, sa stratégie de limiter les déplacements dans les étages n'était pas, euh, n'était pas acquise. Donc, il y a donc là, c'est un manque de conscience. Autre exemple de manque de conscience, c'est par exemple ceux qui n'ont pas conscience que manger trop gras, il y a des risques de maladies cardiovasculaires, que manger trop sucré, c'est des risques de diabète, ou que de manger trop salé, c'est des risques d'hypertension. Certains n'ont pas appris ça, ou certains n'ont pas retenu cette information en question. Donc là, c'est le manque de conscience. Ensuite, certains ont conscience, par exemple, que c'est dangereux de manger comme ça, mais ils sont dans le déni, dans le sens que, bon, je suis assez fort, il y a des gens qui mangent mal, mais qui sont toujours en bonne santé, etc. Donc là, il y a une sorte de déni, on met les œillères. Et ensuite, une fois qu'il n'y a plus de manque de conscience, qu'on est conscient du phénomène et puis qu'il n'y a vraiment plus de déni, il peut y avoir une procrastination. On peut se dire, bon, écoutez, bah, effectivement, pour faire un régime, pour manger correctement, j'ai encore le temps, je ne suis pas assez âgé, je suis encore assez jeune, je ne suis pas contre de risque, je verrai plus tard pour arrêter de fumer, je verrai peut-être plus tard pour manger correctement, je verrai plus tard pour aller dans une salle de sport, par exemple. Ces trois phénomènes-là, vous avez bien compris, empêche en fait, ou limite le nombre de personnes qui peuvent être intéressées par un produit de la silver economy, par votre produit de la silver economy, de manière préventive. Autre raison qui peut freiner, c'est ce que ceux qui me suivent, ceux qui suivent d'autres secteurs sur les seniors connaissent bien, c'est l'âge subjectif, l'âge que l'on pense avoir. En moyenne, et c'est les flèches rouges, enfin plutôt oranges, c'est une personne qui a 60 ans. Vous voyez, dans l'axe horizontal, vous avez l'âge chronologique, il faut remonter verticalement jusqu'à la courbe et aller vers la gauche pour avoir le nombre d'années qu'il faut vous enlever pour comprendre votre âge subjectif. Donc là, c'est schématique. Il y a des courbes qui sont plus précises. En moyenne, quelqu'un qui a 65 ans pense en avoir 14 ans de moins. Quelqu'un qui a 65 ans pense en avoir, si je calcule bien, 50, 51 ans. Et on s'aperçoit dans les études que l'on consomme plus par rapport à son âge subjectif, l'âge que l'on pense avoir, même si je résume. C'est vraiment plus compliqué que ça, mais je vais résumer comme ça. L'âge que l'on pense avoir, et on consomme plus par rapport à l'âge que l'on pense avoir que l'âge qu'on a réellement. Et donc quelqu'un qui a 65 ans consomme comme quelqu'un, en moyenne, qu'il estime être de 51 ans et pas de 65 ans. Et donc, on comprend bien que si vous faites des produits pour des gens qui devraient s'équiper de votre produit à 65 ans, comme ils s'estiment avoir 51 ans, il y a une difficulté pour qu'ils s'équipent maintenant. Voilà. Donc, il y a aussi l'âge subjectif à prendre en compte qui peut limiter le nombre de personnes qui sont intéressées par votre produit, votre service. Autre raison des difficultés, il y a les croyances. Les croyances, c'est généralement, elles sont inconscientes, on peut les conscientiser en faisant de la réflexion, de développement personnel, mais elles sont généralement inconscientes. Il y a les conscients, il y a des croyances qui sont, de toute façon, c'est trop tard pour que je m'adapte. De toute façon, c'est trop tard pour que je fasse un régime. De toute façon, c'est trop tard pour que je me remette au sport. Voilà. Cette croyance-là. Il y a aussi d'autres croyances de personnes qui sont des bons vivants, sans jugement, et qui disent, voilà, il faut profiter de la vie. Donc en fait, on mange comme on veut, c'est plutôt le plaisir de manger plutôt que la santé qui prime. Alors comme pour moi, par exemple, qui suis plutôt dans la prévention, c'est plutôt la santé qui va primer
sur le plaisir. Donc, c'est difficile pour moi des fois quand je vois des gens manger avec moi qui sont dans le champ inverse. Voilà. Ces personnes-là disent qu'il faut profiter de la vie. D'accord? Moi, je dis qu'il faut profiter de la vie en bonne santé, que c'est bien, c'est aussi bien. D'autres vont dire la vie est longue. Oui, c'est ceux qui ont un temps long, un fractionnement du temps qui est long. C'est qu'en fait, mais j'ai 55 ans ou j'ai 60 ans, je suis encore jeune, il y a le temps de voir pour faire un régime, pour manger correctement. Certains ont la croyance que prendre une aide ménagère, par exemple, une auxiliaire de vie, par exemple, c'est être faible, et donc ça, c'est pour les faibles. Donc je ne veux pas prendre une aide ménagère, je ne veux pas prendre une telle assistance. Ma fille, tu me proposes une telle assistance, mais j'en ai pas besoin, je me sens assez fort, je me sens faible. Mais donc il y a l'ego qui joue, l'ego, et une partie des personnes, environ, en psychologie, on dirait environ à peu près une quinzaine de pourcents sont d'ailleurs ce qu'on appelle aussi des femmes et des mâles alpha. C'est des personnes qui bon, bah, ont tendance à diriger, à vouloir être forts parce que quand ils étaient petits, ils ont appris qu'ils seraient aimés s'ils étaient forts. Oui, ça aussi, c'est une croyance d'ailleurs. Et donc, quand on a appris qu'on était aimé lorsqu'on était fort, par exemple, d'autres ont appris qu'ils étaient aimés que s'ils réussissaient, par exemple, eux, s'ils sont forts, on comprend bien que ces personnes-là sont plus à risque et ne vont pas forcément s'équiper d'une telle assistance. Et ensuite, d'autres personnes vont penser que c'est mal de s'occuper de soi. Et une partie des aidants est dans ce schéma-là. Euh, Ces aidants ne s'équipent pas, ne prennent pas soin d'eux, ne prennent pas des services ou des produits des services ou du répit pour prendre soin d'eux parce que, quelque part, c'est mal de s'occuper de soi, une sorte de culpabilité derrière. Bien sûr, j'ai marqué ces croyances, j'aurais dû marquer ETC, il y a beaucoup d'autres croyances qui peuvent limiter. Les croyances, comment on fait pour les détecter? Donc bien sûr, donc nous on le fait parce que bon, moi, je suis psychologue, donc je le fais en même temps dans les focus group qu'on mène pour nos clients. Généralement, il faut les faire par des psychologues parce que mener un focus group, vous pouvez vous faire attention à ce que chacun peut faire, à ce qui est dit, à ce qui est dit verbalement. Mais le psychologue, lui, il va aller au-delà de ça, il va aller derrière ça, il va aller choper les valeurs, les croyances qui sont derrière ce qui est dit. On peut dire par exemple, non, je ne veux pas l'aide ménagère, non, je ne veux pas la téléassistance parce que je suis trop jeune pour ça. Mais ça, en fait, derrière, il y a une croyance qui se cache. Et pour que la communication soit efficace ou très efficace, il faut aller chercher la croyance qui est derrière. Et ça, c'est un psychologue qui peut le faire. Donc moi, effectivement, au bout d'un moment, quand on est psychologue, même en parlant avec des personnes, on comprend, comme toujours en rigolant, beaucoup auraient peur de tout ce que les psychologues sont capables de comprendre sur les gens. Je blague un petit peu, mais c'est quand même ça, entre parenthèses. Donc, même en parlant avec les personnes, on arrive à comprendre leurs valeurs et leurs croyances. Et il y a des croyances qui vont accélérer l'usage d'un produit, accélérer le fait de s'équiper d'un produit de la silver economy. Et il y a des croyances qui vont au contraire freiner. Et c'est là j'en ai cité sur ce slide, qui vont freiner l'équipement de produits de la silver economy. Si on fait une communication basée sur un produit, sur des personnes dont on n'a pas détecté les croyances et dont on ne traite pas les croyances dans la communication de manière habile, la communication va se heurter sur la croyance, qui est généralement inconsciente, et la personne va refuser votre produit, votre service. Ensuite, il y a des craintes. Donc, on a fait les croyances, maintenant, il y a les craintes. Il y a les craintes et les croyances et les craintes, généralement, elles émettent des objections. C'est pas en ayant. Certains vont traiter l'objection en tant que telle, ce qui est dit dans l'objection, mais il est plus puissant d'aller voir ce qui est derrière, ce qui construit l'objection. Et l'objection, elle peut être construite par de plusieurs critères. C'est soit des croyances, soit des peurs, ou un mix des deux, et il faut voir ce qui est derrière l'objection. Si vous regardez, si vous travaillez sur ce qui est derrière l'objection, vos communications, vos méthodes de vente, par exemple, lorsqu'on est face à quelqu'un qui va s'intéresser à l'aménagement du domicile, par exemple, vous êtes beaucoup plus performant. Donc, il y a des peurs, j'en ai cité, la peur de ne pas savoir faire, par exemple, la peur de la mort ou de la maladie, c'est que j'ai tellement peur de la mort ou de la maladie que je ne veux pas entendre parler de votre solution, je ne veux pas entendre parler d'un pilulier parce que je ne veux pas voir ça, la peur de ne pas avoir assez de connaissances sur un sujet, et la peur de mal faire. Oui, il y a plusieurs peurs qui peuvent permettre, qui peuvent empêcher un objectif. Quand on travaille en coaching,
on définit l'objectif d'une personne. La personne, généralement, elle me dit, je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver. On lui dit, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Et là, généralement, elle répond soit ses peurs, ou alors, en tout cas, un argument qui est basé sur une émotion de peur ou de honte ou de gêne, soit une croyance qu'elle n'est pas capable de. Et, et derrière, si on va plus loin, il y a l'identité, bien évidemment. Qui suis-je, en fait? La réponse à la question qui suis-je définit tout, en fait, ou définit beaucoup de choses sur les comportements. Donc, là, on a fait les peurs et les craintes. Des autres points qu'on peut également, qui rentrent en ligne pour les raisons de difficulté de s'équiper de votre produit de service en amont ou en par anticipation, il y a l'orientation du temps. Vous avez des personnes qui vous disent, et je pense que vous avez déjà entendu parler, vous disent, on ne peut pas comprendre le présent ni le futur sans comprendre le passé. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, qui disent au contraire, il faut réfléchir au futur. Euh, c'est parce qu'en fait, une partie d'entre nous est majoritairement tournée vers le passé, les gens qui sont plutôt nostalgiques, ceux qui font de la généalogie, ceux qui collectionnent les souvenirs, par exemple, ceux qui vont passer des vacances dans des musées, par exemple, sur les souvenirs, une partie, c'est une partie seulement. Vous avez des personnes qui sont dans l'instant présent, au moment, je suis dans le présent, et vous avez des personnes qui sont tournées vers le futur, c'est en fait qui sont plutôt des gens qui sont plus dans la peur, parce que quand on pense dans le futur, on pense aux éléments positifs, mais le cerveau nous fait également penser, enfin le mental nous fait également penser aux éléments négatifs. Et donc, ces personnes-là, donc voilà, donc ce ne serait pas passé, présent, futur. Ceux que vous avez déjà, je pense, vous avez commencé à deviner, c'est que ceux qui sont plutôt en prévention sont ceux qui pensent plutôt au futur. Après, il y a le fractionnement étroit, fractionnement large du temps, c'est vendredi prochain ou à la fin de la semaine, ou dans 7 jours, est-ce que c'est loin pour vous ou est-ce que c'est très, très, très court? Ah ben, la semaine prochaine, c'est demain, ou alors la semaine prochaine, ah non, il y a encore le temps, c'est dans beaucoup d'heures, beaucoup de journées. En fonction de votre réponse, on est plus ou moins dans la prévention. Et bien sûr, et peut-être que j'aurais pu le citer en premier, c'est les valeurs. Ceux qui sont en prévention ont plutôt les valeurs de la santé en premier, mais également, il y a plusieurs exemples. Il y a ceux qui ont la santé, je vais vous en donner deux. Il y a ceux qui ont la santé, la valeur de la santé, qu'est-ce qui est important pour moi, la santé, mais il peut y avoir également un schéma de valeurs-croyances qui est la suivante, c'est je suis célibataire, je veux rencontrer quelqu'un. Pour rencontrer quelqu'un, j'ai la croyance physiquement, il faut avoir une silhouette svelte. Et pour avoir une silhouette svelte, il faut que je mange correctement, que je fasse du sport. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs manières d'arriver au fait de faire de la prévention. Soit on fait de la prévention pour la prévention, soit la prévention est un objectif, soit la prévention est le véhicule et le moyen et le moyen indirect d'arriver à un objectif qui est par exemple d'être aimé dans le deuxième cas, dans le dernier cas que je vous ai donné. Donc voilà pour ce qui est les raisons, il y en a d'autres, mais les principales raisons qui peuvent bloquer vos prospects d'acheter votre produit plutôt en prévention et qui vont faire en sorte que ça va traîner. Ensuite, il y a des bases dans la communication, donc il y a pas mal d'outils à comprendre. Je vais en donner trois ou quatre. Donc, comme je vous dis, c'est non exhaustif, mais ces trois ou quatre sont déjà bien à comprendre. L'être humain, il fuit la douleur et il va vers le plaisir. Donc, c'est évident ce que je viens de dire, mais il faut bien le comprendre. L'être humain fuit la douleur et va vers le plaisir. Et je vais préciser, l'être humain, il fuit la douleur à l'instant T et il va vers le plaisir à l'instant T. Ce qui fait que si vous proposez un produit ou un service de prévention, un produit financier par exemple, de prévention, avec un objectif dans 20 ans, 30 ans, c'est en fait avec un objectif qui théoriquement apporte du plaisir, vivre en meilleure santé dans 20 ans, 30 ans, ça ne suffira pas si vous ne proposez pas un bénéfice immédiat aussi. Quand on va à la salle de sport, on peut y aller à la salle de sport c'est mon cas, pour être en bonne forme, enfin, pour garder la santé
en bonne forme et ensuite aussi avoir une silhouette plus harmonieuse, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est des objectifs qui sont à plus long terme. Silhouette harmonieuse, elle peut arriver en salle de sport au bout de 6 mois. Être en forme, en grande forme, c'est aussi plusieurs mois. Être en santé, ça peut prendre plus de temps. Et donc, vous avez des personnes qui ont ces objectifs en question, mais qui vont arrêter au bout d'un moment. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas un bénéfice immédiat. Il faut proposer pour que les gens se mettent au sport et, euh, que les seniors, par exemple, arrivent à la retraite, se mettent au sport et continuent leur activité. Il ne s'agit pas d'arrêter, mais continuent. Il faut qu'il y ait un bénéfice immédiat. Le bénéfice immédiat, pour quelqu'un qui va au sport, par exemple pour moi, c'est la convivialité. C'est rencontrer des copains et des copines qui sont au sport. C'est le bien-être quand on ressort de la salle de sport. Pour ceux qui sortent dans la salle du sport, si vous y allez le soir, par exemple, que vous ressortez vers 21h30, vous vous apercevez que lorsque vous ouvrez la porte de la salle de sport, pour aller, je sais pas, prendre votre voiture ou votre vélo, euh, lorsque vous marchez à ce moment-là, vous avez un bien-être qui est absolument génial pour moi. Voilà. Et c'est ces petits instants, ces plaisirs, en fait, que l'on recherche également. Et donc, si on veut continuer, donc si vous voulez proposer, par exemple, un atelier pour des préconisations sur les chutes, par exemple, vous devez proposer un plaisir immédiat et pas uniquement un plaisir hypothétique plus tard. Parce que qu'on s'aperçoit que beaucoup de personnes font de l'activité physique adaptée, mais ça ne leur plaît pas. Et il faut un bénéfice d'un plaisir secondaire pour que ces personnes continuent à pratiquer l'activité physique adaptée. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé. On définit par rapport à vos clients, vos prospects, quand ils sont intéressés par votre produit, votre service, ils ont un objectif en tête. Il faut comprendre leur objectif, comprendre les obstacles et comprendre les craintes pour pouvoir créer une communication plus adéquate. Ça ne suffit pas. Quand une personne a dit plusieurs fois à sa fille, ma fille, j'ai toute ma tête, j'ai pas besoin d'une téléassistance, ma fille, mon fils, tu me proposes une aide ménagère, mais ça va au dossier de vie, mais j'ai toute ma tête. Une fois que la personne s'est engagée à dire j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin d'aide, ces personnes-là, au bout d'un moment, d'une part, il y a des phénomènes. Il y a un premier phénomène, c'est qu'une fois qu'on s'est engagé, beaucoup ont la croyance qu'on ne peut pas changer d'avis. Ce qui est débile d'ailleurs, mais bon, bref, beaucoup ne pensent ne pas pouvoir changer d'avis, alors qu'on peut changer d'avis comme on veut. En fait. Il n'y a rien qui nous dit qu'il ne faut pas changer d'avis. Mais la société, notamment occidentale, elle nous fait comprendre quand même qu'on sera aimé si on est congruent avec ses comportements, ce que l'on fait et ce qui est dit. Une fois qu'on s'est engagé à dire, voilà, je suis suffisamment fort, je n'ai pas besoin d'aide, une grande partie des personnes vont avoir beaucoup de mal à changer d'avis et à dire, ma fille, effectivement, tu as raison, il faut que je prenne une telle assistance. Ou alors, ma fille, tu as raison, il faut que je prenne une ménagère, ou ma fille, tu as raison, il faut que je mette au sport. Et donc, il y a un moment de rupture où la personne s'est tellement engagée que c'est très difficile à faire revenir en arrière. Il faut vraiment qu'il y ait un problème pour faire revenir en arrière. C'est le premier point. Et après, le deuxième point, c'est ce point qui est sur ce slide en question, c'est qu'il y a des personnes, par exemple, des personnes qui se font agresser, il y a une partie des personnes qui se font agresser qui développent une culpabilité de s'être fait agresser. Ça peut paraître curieux, mais elles développent une culpabilité. C'est pareil, lorsqu'on s'engage, lorsqu'on a dit à ses enfants, écoute, non, j'ai pas besoin de monter escalier, non, j'ai pas besoin de la salle de bain adaptée, etc., et puis que la personne a chuté, une partie des personnes va se sentir coupable de ne pas avoir écouté, de ne pas s'être équipée, et va bloquer tout investissement. Une fois que la culpabilité est très développée, dans une personne, la personne a tendance à continuer sur sa lancée et à pas reconnaître sa culpabilité. Donc, ce qui est important, c'est de déculpabiliser. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne euh, a chuté et on lui avait dit que c'était bien de s'équiper, d'aménager la salle de bain avant, il faut lui donner des chiffres sur le nombre de personnes qui sont concernées. C'est normal. Beaucoup de personnes sont dans ce cas de figure en question, de ne pas vouloir s'être équipé et puis de s'être équipé qu'à la dernière minute.
Et d'ailleurs, c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a tant de chutes par an, etc. Donc là, on montre des chiffres pour montrer à la personne qu'elle n'est pas seule et que c'est donc que d'autres sont aussi concernés. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut créer un ennemi commun. C'est-à-dire qu'en fait, il faut reporter la culpabilité sur une autre source. L'autre source peut être bien sûr des humains, bien évidemment. C'est peut-être le gouvernement qui ne lance pas de campagne de communication régulière. C'est peut-être d'autres organismes qui ne nous ont pas prévenus. C'est peut-être quelqu'un qui vous envoie un document qui n'était pas clair. Donc l'idée, en fait, c'est déculpabiliser et reporter la culpabilité sur ce qu'on appelle un ennemi commun. Beaucoup font ça dans la communication. C'est qu'on crée un ennemi commun pour fédérer tous les autres. Parce qu'une fois qu'on a défini un ennemi commun, par définition, cet ennemi, c'est le mal, et donc cet ennemi est le mal, cet ennemi est le mal, et par définition, nous, on est dans le bien, bien évidemment, et c'est l'autre est mal, et nous, on est bien par quelque part, par ricochet. Donc, déculpabiliser et créer un ennemi commun qui peut être le manque de loi, les différents gouvernements qui n'ont pas mis en place des politiques pour soutenir telle assistance, par exemple, on peut accéder cela. Si on ne fait pas ça, la personne, une grande partie reste dans la culpabilité et ne commande pas votre produit. Quatrième partie, les stratégies. Donc, bien sûr, il y a d'autres bases à connaître, mais je vous ai donné des exemples. Quatrième partie, les stratégies. Donc, définir la cible. Et puis définir, on va revenir à ce que je disais au début, quel est votre objectif et qu'est-ce qui est important pour vous. Euh, il y a, on peut comprendre que si on dirige la sécurité sociale, on va d'abord cibler plutôt les personnes qui ne sont pas du tout dans la prévention pour réduire au maximum le coût de la sécurité sociale. Mais on peut également être un dirigeant d'entreprise sur le marché, sur la silver economy, et de vouloir faire du chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est notre objectif de faire du chiffre d'affaires, faire des ventes, et, et puis avec des marges aussi. Et donc ça mène plutôt, et c'est plutôt mon conseil, de cibler les personnes qui sont déjà naturellement dans une culture de prévention. Si vous développez de l'activité physique adaptée, que vous voulez remplir vos stages ou vos activités, il faut plutôt déjà cibler les personnes qui naturellement ont une culture de prévention, qui naturellement, par exemple, mangent correctement, qui naturellement ont déjà fait du sport, par exemple, plutôt que de vouloir cibler les personnes qui n'en sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Il faut plutôt les cibler les prospects chauds plutôt que les prospects entièrement froids. Vous allez devoir expliquer pourquoi c'est important de faire du sport, qu'est-ce qui arrive si on ne fait pas du sport, des personnes qui ne comprendront pas la définition de sédentarité, par exemple. Quelque chose que moi j'ai appris au bout d'un moment, c'est que même si je vais à la salle de sport, ou même si je fais à la salle de sport, par exemple, pratiquement tous les soirs, euh, je suis consultant et je suis, si je ne fais pas attention, assis sur une chaise. Et le fait d'être assis sur une chaise, même si on fait l'activité physique adaptée, enfin, même si à la salle de sport le soir, même si on se dépense le soir, moi je pensais que ce que l'on faisait le soir à la salle de sport, ou faire du vélo, etc., compenser le fait que j'étais sédentaire. Et ben, ça ne marche pas comme ça, en fait. Le fait que je sois assis la journée, et donc je fais hyper attention à ça, le fait que je sois assis enfin, que j'étais assis toute la journée, même si j'ai une activité physique le soir ou le week-end, ça fait quelqu'un de moi sédentaire. Voilà. Donc, oui, donc si on commence à comprendre, à expliquer à quelqu'un pourquoi faire du sport parce qu'il ne comprend pas la notion de sédentarité, c'est difficile. Autant aller cibler les personnes qui sont déjà en prévention. Donc, je vous propose trois principales stratégies pour cibler ces personnes dans la communication. Soit on utilise à gauche un avatar prédéfini, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser des méthodes psychologiques, des segmentations, des méthodes de profiling qui sont suffisamment développées pour pouvoir les appliquer, qui sont suffisamment performants pour les appliquer de manière juste, bien évidemment, et qui nous aident à comprendre les profils déjà dans la prévention. Je vais donner un exemple juste après. Autre exemple, c'est que vous développez par exemple une activité alimentaire, par exemple, avec des produits à prendre en prévention, et vous allez, on a un laboratoire, on va sortir les médicaments donc, pour les prochaines années de manière préventive
à prendre pour éviter plus tard Alzheimer, pour limiter le développement de la protéine. Bon, pour ceux qui sont intéressés, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube j'ai fait un entretien qui explique cela avec un spécialiste. On aura plutôt intérêt à cibler les personnes qui sont déjà dans la prévention et qui ont peur d'Alzheimer. Donc, comment est-ce que l'on fait? On va les prendre, on va aller faire des focus group ou plutôt des entretiens plutôt individuels face à face parce que ça peut être touchy. On va aller faire ce qu'on appelle une modélisation psychologique, ce qu'on fait avec les sportifs, mais ce qu'on peut faire dans n'importe quel secteur. On va aller identifier les personnes qui soient déjà dans la cible en question et on va aller les cartographier. Cartographier sur le plan démographique, c'est en fait célibataires, veuves, mariés, etc. Revenus, où est-ce qu'elles habitent, locataires, propriétaires, enfin, ce genre de choses. Donc, ce qu'on appelle démographique. Et ensuite, on va aller définir tout ce qui est psychographique. Donc, le psychographique, vous avez les valeurs, les croyances, les peurs, les, la manière de penser, les stratégies mentales pour penser, etc. Donc, avec les psychologues, ou moi je le fais, on décortique complètement les personnes en question. Et ensuite, ces éléments qu'on aura décortiqués vont se dans la communication. Donc, si vous avez un produit déjà en route et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, l'idée c'est de prendre vos meilleurs clients et de les cartographier par modélisation. Donc on peut ça, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Enfin, vous demandez de le faire, vous demandez à un psychologue de le faire si vous voulez. Faut un psychologue qui connaisse quand même la modélisation, hein. Il y a quand même des processus à suivre quand même. Donc, et là, en fait, on va cartographier de manière très fine, pas uniquement ce qui est dit, mais pourquoi ce qui est dit, tout ce qui est la partie inconsciente. On va cartographier ces différents éléments, et ça va servir dans la communication. Et là, la communication, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va résonner beaucoup plus fortement et de manière beaucoup plus chirurgicale avec les autres personnes qui ont le même profil en question. Et donc, dans notre champ du médicament préventif pour Alzheimer, on va faire une campagne de communication qui va résonner parfaitement avec les gens qui ont déjà peur de la maladie d'Alzheimer, qui sont déjà dans la prévention. Voilà. Et ces personnes-là prendront le médicament plus facilement plutôt que celles qui ne comprennent pas ce que c'est qu'Alzheimer ou qui disent on verra plus tard, oui, ce qu'on connaît. Donc là, on va aller modéliser les personnes. Et ensuite, troisième schéma, on va en parler un petit peu, c'est vous ne faites ni la première ni la deuxième parce que vous n'avez pas envie ou pas le budget, je ne sais pas. Et donc, vous allez développer des outils génériques dans la communication en espérant aller choper quelque part des prospects. Donc, l'avatar est prédéfini. Déjà, avant de définir, une personne qui est plutôt en prévention, c'est une personne qui a plutôt la valeur de la santé en premier. Ensuite, plutôt une personne qui est tournée vers le futur, plutôt des gens un peu plus stressés. Plutôt une personne qui est dans l'évitement. Vous savez que lorsqu'on va acheter, par exemple, on va en vacances, par exemple, certains vont, comme moi, pour s'amuser, prendre du plaisir, rencontrer les gens, faire des activités. Et d'autres, c'est plutôt pour déstresser de leur travail, par exemple, de leur vie. Ça, c'est plutôt rapprochement, et là, c'est plutôt évitement. Les personnes qui sont dans la pure prévention sont plutôt dans l'évitement, alors que moi, j'ai compris, je suis plutôt dans le rapprochement. C'est des personnes qui ont l'âge subjectif plus proche que le chronologique, c'est-à-dire en fait, effectivement, c'est pas mon cas, mais une personne qui a un âge subjectif très proche de son âge chronologique, la courbe que je disais tout à l'heure, c'était une moyenne, donc il y a certains qui ont un âge subjectif équivalent, quasiment équivalent à l'âge chronologique. Ces personnes-là sont plus dans la prévention. Et ensuite, je vous donne un exemple, ça c'est une méthode psychologique qui est utilisée en recrutement, en ressources humaines, mais aussi très performante en communication et en commercialisation maintenant. C'est une méthode qui a neuf profils d'individus et qui est très poussée. Il y a énormément de bouquins qui existent là-dessus. J'étais diplômé maître praticien dans cette méthode il y a pas mal d'années déjà, plus de 10 ans. Euh, Type, c'est pas vraiment des profils, mais en fait, il y a 9 tendances de profils d'individus qui sont en plus mouvants. Et donc, on sait par expérience que ceux qui connaissent bien les diagrammes, on sait ceux qui sont les plus dans la prévention. La puissance de faire comme ça, c'est que avec les diagrammes, c'est beaucoup plus facile que d'autres méthodes,
on sait comment il faut communiquer, même légèrement de manière plus profonde que le simple sujet de la prévention, pour pouvoir encore convaincre plus facilement les gens dans la prévention. Pour convaincre, même avec tout ce qu'on a dit, on pourrait travailler sur une communication à base de storytelling, par exemple, qui utilise tous les éléments que je vous ai dit dans cette vidéo. Mais l'énéagramme permet d'aller plus loin, c'est que ça permet de convaincre des personnes en étant sur un champ euh, rhétorique, un champ lexical, qui sont encore plus profonds et beaucoup plus performants. Voilà. Et donc, on ne va pas forcément parler uniquement de prévention, on va parler d'autres sujets qui correspondent aux différents profils et qui vont encore convaincre plus facilement les différents profils. Et ça, c'est un point important. Deuxième méthodologie, deuxième stratégie, c'est qu'effectivement, je vous ai dit, vous prenez vos meilleurs clients ou si vous avez un produit très innovant, vous prenez des clients de vos concurrents, des clients qui utilisent un produit le plus proche possible de votre produit. Et là, vous demandez à un psychologue qui connaît ce sujet de modéliser la personne. Donc, modéliser la personne, il y a une méthodologie pour comprendre ses valeurs, ses critères, ses croyances, ses capacités, quels sont les facteurs explicatifs de l'achat, qu'est-ce qui fait qu'elles endurent, euh, les questions qu'elles se sont posées, le schéma mental qu'elles ont utilisé pour prendre la décision d'utiliser votre produit ou votre service ou un produit équivalent. Tous ces points-là, en fait, peuvent être cartographiés face à face avec les personnes. Et ensuite, c'est ces éléments-là qui sont utilisés. Certains vont douter de ce que je viens de dire, c'est normal. Sachez que c'est utilisé par les sportifs. Les sportifs, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, font de la modélisation qui est différente de la visualisation, font de la modélisation de la personne. C'est en fait, vont aller cartographier des champions du monde pour savoir comment ils ont réussi, comment ils se préparent, etc. Vont cartographier ces différents éléments. Et après, il y a des outils psychologiques qui vous permettent d'acquérir une croyance. Vous pouvez très bien, avec des méthodes psychologiques, dire voilà, moi je veux croire à ceci, parce que les champions du monde croient à cela, et c'est cette croyance-là qui est inconsciente chez eux, qui fait qu'ils ont la niaque, qui fait qu'ils réussissent. Il y a des méthodes psychologiques qui permettent de prendre la croyance en question et de l'intégrer en soi. Voilà. Et c'est assez, c'est très très puissant, et une fois qu'on connaît les processus, c'est assez facile à faire quelque part. Donc, on peut choper les différentes caractéristiques d'une personne et les mettre chez toi. Et bien là, c'est pareil. On va prendre les différentes catégories des clients qui sont vos meilleurs clients, les clients qui sont les plus en prévention par rapport au sujet d'activité. Et ces différents éléments, on va pas les intégrer en nous, bien évidemment. On va les intégrer dans la campagne de communication, dans la communication, et ce sera beaucoup plus performant. Donc, bien sûr, il n'y a pas, si on pose la question, il n'y a pas de fichier de personnes qui existent cartographiés suivant ces méthodes en question. On peut même, sur certains fichiers ou même sur certains réseaux comme Facebook, s'en approcher, mais peut-être pas aussi finement. Donc, l'idée, c'est de faire une communication qui touche le plus possible les gens qui sont déjà proches de la prévention, dans la bon environnement, bonne situation, peut-être bonne tranche d'âge, si on peut parler de tranche d'âge. Et on cible ces personnes avec une campagne de communication. Bien évidemment, ceux qui ne sont pas du tout concernés dans la prévention, ça ne va pas du tout les impacter. Ils vont tourner la page, ils vont zapper, ils vont passer à autre chose, ils ne vont pas écouter, ils vont parler. Et ceux qui sont vraiment dans la cible vont fortement se reconnaître et vont être consciemment et inconsciemment attirés par votre communication et par votre message. Et vous avez bien compris que il faut utiliser ces méthodes avec éthique, parce que quand on descend très profondément, la communication parle à l'inconscient des personnes. Et troisième point, il y a plein d'outils de rhétorique, plein d'outils de communication, de marketing, qui permettent sans aller dans les deux premiers critères, deux premières stratégies, qui permettent d'améliorer ses communications. Par exemple, le storytelling est un moyen utilisé pour mettre les gens en prévention plus facilement. Mais vous comprenez bien même que l'histoire que l'on raconte, la construction de l'histoire en question dans le storytelling, si on la base sur les éléments qu'on a modélisés juste avant, sur les croyances, les peurs, les valeurs, etc., les capacités, les critères,
Si on base le storytelling sur ces éléments, ça va être ultra performant, parce que déjà le storytelling en tant que tel est ultra performant, mais en plus l'histoire sera totalement isomorphique par rapport à ce que le prospect, la personne, attend. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc c'est juste, vous avez compris, c'est juste une introduction, c'est pas un élément entier. J'espère que j'ai pu faire un petit peu avancer votre réflexion sur le sujet. Si vous êtes intéressé par augmenter vos ventes, augmenter vos résultats de vos produits et services sur le marché, sur la silver economy, en les proposant plus en amont et, euh, et par anticipation, je vous propose simplement vous m'envoyer un mail. Ce que l'on permet, c'est à chacun, c'est d'avoir 1 heure gratuite, enfin 55 minutes exactement, gratuite d'échange avec nous, non commercial, pour votre sujet et déjà un petit peu dégrossir le terrain. Bien sûr, c'est pas en 1 heure qu'on va faire l'analyse complète du sujet, et puis l'adaptation, puis l'interview des seniors, bien évidemment, mais en 55 minutes, on voit déjà vraiment des clés de succès qui vont permettre, bien sûr, d'augmenter votre sujet. Donc, généralement, je limite le nombre de personnes à peu près à 15 entretiens individuels gratuits. Donc, si vous avez cette vidéo, bien sûr, envoyez-moi un mail rapidement à sariafrédéric@gmail.com. Sinon, bien sûr, je suis à votre disposition pour travailler sur vos projets à destination des seniors, vos projets Silver Eco. Sur ce, je vous dis à bientôt.